Ok, est-ce qu'on est bien? Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de bouquins, j'ai plein de livres à vous présenter. Forcément, après plusieurs mois sans poster sur YouTube, j'ai beaucoup lu et j'ai plein de lectures dont j'aimerais vous parler. Aujourd'hui j'ai sélectionné 10 livres qui m'ont marqué ou qui m'ont particulièrement fait passer un bon moment sur cette grosse première partie d'année 2025. Il y en a d'autres que j'ai lus qui m'ont moins marqué ou qui sont des relectures, donc je vais pas vous en parler là. J'ai vraiment choisi la crème de la crème. On va commencer sans plus tarder parce que ça risque d'être long. Vous allez voir, il y a vraiment de tout, de la fiction, de la non-fiction, il y a de la philosophie, des essais, des romans, bref. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est une saga dont vous avez sûrement entendu parler, c'est Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc ici on est sur du roman, on est sur de la fiction. Les 7 sœurs, c'est une saga de 8 livres, j'en ai déjà lu 5, ici je vous montre le tome 3 parce que j'ai prêté les 2 premiers tomes à mon grand-père, qui est un grand lecteur et vous allez voir, je vais vous le dire plusieurs fois dans la vidéo, je lui ai prêté beaucoup de livres, comme ça il a du choix. C'est une saga que j'aime beaucoup parce que pour une fois, on n'est pas sur un meurtre à résoudre, une histoire d'amour où on veut qu'il se passe quelque chose, on n'est pas sur, on n'est pas sur des schémas narratifs très connus. La saga des 7 sœurs, pour vous résumer rapidement, c'est l'histoire d'un homme riche qui vit en Suisse, qui adopte des filles les unes après les autres, des petites filles, et il leur donne à chacune le nom d'une des étoiles de la constellation des 7 sœurs. À la grande surprise générale, il a jamais ramené la 7e sœur, et donc au tout début du premier roman, je ne vous spoile rien, cet homme meurt, et les 6 filles qui sont là commence à comprendre en fait à quel point il était riche, et puis surtout il leur laisse pour héritage, en plus de la fortune immense, surtout il leur laisse des informations sur leur lieu de naissance et sur leurs origines. Pour autant, il y a tout à explorer, il leur raconte pas tout, c'est à elles de faire le chemin seulement si elles en ont envie. Et dans chacun des livres, on va suivre l'une des sœurs sur cette quête un petit peu d'identité, mais c'est bien plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 temporalités à chaque fois qui coexistent, la temporalité d'aujourd'hui, où on suit la sœur actuellement, et la temporalité du passé, où on découvre ses ancêtres et son histoire. Dans la temporalité d'aujourd'hui, elle n'est pas juste en mal-être de savoir de là où elle vient. Il y a vraiment à chaque fois des choses qui se passent, on explore plein de sujets, l'amour de la nature, la carrière, le féminisme, certains traumatismes, des violences auxquelles elles ont pu être exposées, etc. Et en fait, vraiment la quête d'épanouissement du présent à un moment est appuyée par la quête des racines dans le passé, mais je trouve que vraiment c'est des livres qui sont intéressants parce que on n'est pas là pour une histoire d'amour, il peut y en avoir mais c'est pas le sujet central, on n'est pas là pour résoudre des grosses énigmes, des gros mystères. En fait les personnages qu'on va suivre, elles veulent juste trouver l'épanouissement, et à un moment, quand c'est le bon moment d'aller chercher des réponses dans leurs origines, elles y vont, mais vous voyez c'est vraiment une quête d'épanouissement, et c'est super rafraîchissant je trouve de lire des livres comme ça qui parlent de ça. Finalement c'est pas un trope, donc un modèle littéraire qui est si fréquent que ça. Pour l'instant j'aime beaucoup la saga, j'ai lu les 5 premiers et là je suis curieuse parce que du coup il me reste le tome sur la 6e sœur, et après c'est un peu intriguant, je sais qu'il y a un tome sur la 7e sœur mais qui est jamais arrivé, et un tome sur le père, donc on va voir ce que ça donne. Le prochain livre dont je voudrais vous parler, je l'ai pas en physique parce que je l'ai écouté en livre audio en anglais, il me semble que la traduction française est sortie. Ça s'appelle The House of My Mother de Sherry Frankie, et c'est un livre vraiment important, surtout si vous êtes un professionnel qui travaille avec les réseaux sociaux. C'est un essai, c'est une histoire vraie, c'est un témoignage écrit par une jeune femme qui doit avoir, je sais pas, 20, 21, 22 ans aujourd'hui, peut-être un chouï plus, je me rends pas compte. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a maintenant 2 ans. Sherry Frankie, c'est la fille aînée d'une famille qui s'est beaucoup exposée sur YouTube. C'était une grosse chaîne YouTube de vlogs familiaux qui s'appelait 8 Passengers, qui était donc gérée par la maman, Ruby Frankie. Ça a été une grosse chaîne YouTube avec plusieurs millions d'abonnés qui filmait tous les jours le quotidien de cette famille et donc des enfants. Et on est sur le témoignage de Sherry, la fille aînée, qui des années après raconte comment c'était d'être exposée sur les réseaux sociaux et d'être scrutée et d'avoir des partenariats avec des marques, et donc que la famille et la maison familiale se transforment en plateau de tournage. Mais au-delà de ça, il s'est surtout passé une tragédie dans la famille Frankie, c'est qu'ils se sont fait enrôler dans une dynamique d'emprise par une coach de vie, c'était vraiment à dérive sectaire, et en fait cette coach de vie elle est rentrée à un moment
dans leur famille pour, il me semble que c'était le fils aîné. C'était pas des écarts de comportement notables, mais cette famille elle vit en Utah, aux États-Unis, qui est un endroit qui est très mormon. Donc les mormons c'est une branche du christianisme qui est en France, il me semble même que c'est considéré à dérive sectaire, c'est très 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 traditionnel, conservateur, et il y a vraiment des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques, et donc le fils à l'adolescence, il était dans des mauvaises pratiques considérées par les mormons, donc ils ont fait appel à cette coach de vie pour d'abord coacher le fils et essayer d'apporter des solutions, et petit à petit elle s'est mise à coacher l'ensemble de la famille. Ça a commencé sur des choses très anodines, vraiment sur du programme en ligne de coaching de vie, puis ils ont pris le pack premium pour qu'elle les suive en individuel, et puis petit à petit c'est vraiment tombé dans de l'embrigadement, au point que ils ont complètement disparu des réseaux sociaux après avoir médiatisé leurs enfants et leurs familles pendant des années et avoir gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Ils se sont complètement retirés des réseaux sociaux et la mère a lancé sa propre chaîne YouTube et son podcast en collaboration donc avec cette coach de vie. Elle est devenue un peu son bras droit et elle est allée porter le message avec elle. Le problème c'est que c'est un message vraiment d'abus des enfants, que c'est un message à dérive sectaire et que sous couvert de protéger leurs enfants et de le faire pour leur bien, on les maltraite, on les abuse, et Ruby Franke a été arrêtée il y a maintenant 2 ans pour abus et maltraitance sur ses 2 plus jeunes enfants, et la police qui a intervenu et les secours ont qualifié les conditions dans lesquelles ils ont retrouvé les 2 plus jeunes enfants de conditions semblables à un camp de concentration. Aujourd'hui elle est en prison, son associée, la coach de vie aussi, évidemment elle n'a plus le droit de visite sur ses 6 enfants. En fait ce livre de Sherry Franke c'est le témoignage de Sherry, la fille aînée, qui a vécu tout cet embrigadement, qui s'est un peu laissée embarquer parce qu'elle faisait confiance à sa mère et à cette coach de vie, et puis elle a été majeure, c'est la fille aînée, elle a quitté la maison, elle a même été poussée vers l'extérieur parce que visiblement c'était dans leurs habitudes ou dans leur volonté à 18 ans de pousser les enfants vers la sortie, et elle s'est retrouvée avec un œil extérieur à la fac à se rendre compte à quel point c'était de l'embrigadement et c'était malsain, et elle raconte toutes ces tentatives de sauvetage de ses plus jeunes frères et sœurs qui étaient coincés dans cette maison, déscolarisés, seuls avec leur mère qui avait écarté le papa, son mari. Elle était consciente que ses frères et sœurs étaient captifs de cette maison, qu'ils étaient parfois mal nourris, qu'ils étaient maltraités à outrance, physiquement et psychologiquement, qu'ils étaient embrigadés, et elle raconte toutes ces tentatives d'appel au secours au service de protection de l'enfance, en vain, jusqu'à cette arrestation. Son petit frère qui s'est échappé de la maison de la coach de vie dont il était retenu captif, et il s'est échappé, il a été chez les voisins demander de l'aide, et il était dans un état d'amincissement, de malnutrition extrême, il avait littéralement la peau sur les os, il avait plein de blessures visibles sur le corps, et donc là la police a pu intervenir, et elle raconte tout ça. Elle raconte tout ce chemin de médiatisation sur les réseaux sociaux, d'embrigadement et de dérive et de coaching de vie qui n'était pas contrôlé et qui en plus était appuyé par l'église mormone de là où elle était, et elle raconte toutes ses tentatives d'appel à l'aide, aussi toute la période où elle s'est retrouvée seule à 18 ans, sans ressources, où elle n'a pas eu d'autre choix que de continuer à elle s'exposer sur sa propre chaîne YouTube pour gagner sa vie pendant ses études. Et après toute l'arrivée de l'arrestation, du service de protection de l'enfance, etc. C'est un témoignage qui est glaçant, qui est édifiant, mais qui me semble essentiel, particulièrement si vous travaillez en lien avec les réseaux sociaux ou juste si vous aimez consommer du contenu famille sur les réseaux sociaux, mais aussi du contenu de coaching de vie. Je suis pas du tout en train de dire que tous les coachs de vie sont des escrocs, c'est pas du tout ce que je pense. Maintenant, il y a des dérives, c'est important d'en être conscient, c'est important de garder un esprit critique, et ce livre, pour ça, vraiment il est édifiant, et moi je l'ai donc écouté en livre audio lu par Sherry Franke, donc par cette jeune fille là, cette jeune femme maintenant, et vraiment c'était édifiant. Le livre d'après c'est Résister de Salomé Saké, c'est un tout petit livre, si vous n'aimez pas lire je vous garantis qu'il est tout petit, qu'il se lit très bien, il fait 114 pages, ça se lit tout seul. C'est un livre écrit par une journaliste, Salomé Saké, si vous ne la connaissez pas. C'est donc un livre factuel et extrêmement bien sourcé sur la montée de l'extrême droite, en France mais pas seulement, parce que malheureusement l'extrême droite monte en puissance partout dans le monde, et ça explique tous les mécanismes de comment on en arrive là et comment est-ce qu'on peut résister aujourd'hui contre cette montée
du fascisme. C'est un sujet d'actualité d'une importance primordiale. On se rapproche doucement mais sûrement des prochaines élections présidentielles en France et il est temps de mettre ce livre entre toutes les mains. Il est édifiant mais il est aussi porteur d'espoir. Il y a plein de passages qui m'ont mise très en colère parce que forcément c'est très juste ce qu'elle dit. Si jamais vous passez par là et que parfois vous vous laissez séduire par les discours d'extrême droite, prenez le temps de lire ce livre. C'est pas du bourrage de crâne, c'est un travail journalistique et ça met en perspective plein de choses d'un point de vue historique du parti, mais aussi par rapport à comment l'extrême droite, partout dans le monde, monte au pouvoir, prend le pouvoir et qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle est au pouvoir. C'est un petit livre qui coûte 5 €, il n'y a pas d'excuse pour ne pas le lire, vraiment moi je l'ai offert à beaucoup de monde depuis que je l'ai lu, c'est mon papa qui me l'a offert, il nous l'a offert à ma soeur et à moi sur un week-end où on était en famille et vraiment je ne peux que le recommander. Prochain livre dont je voudrais vous parler, c'est de la philosophie, rien à voir, c'est La puissance de la joie de Frédéric Lenoir. J'ai lu peu de philosophie dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai envie de plus faire et d'ailleurs suite à la lecture de ce livre j'ai acheté plusieurs ouvrages et donc j'espère vous en parler bientôt, ça voudrait dire que je les ai lus. J'étais dans une phase là au printemps où la joie c'était pas trop mon quotidien, j'étais en galère de déménagement, de plein de choses et tout. J'en avais bien besoin et j'aime beaucoup la plume de Frédéric Lenoir, j'avais déjà lu certains de ses ouvrages, plutôt donc tournés sur certains auteurs. Là il parle de la joie, ce qui est très chouette c'est qu'il commence dans une première partie à parler de la notion de joie dans la philosophie qui finalement n'est pas une notion très répandue dans la philosophie et après il nous raconte son point de vue, son expérience sur le sujet et sa prise de recul et vraiment j'ai adoré cet ouvrage. On est sur 230 pages, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est très agréable, ça fait réfléchir, ça ouvre des portes dans ma tête et comme je vous disais ça m'a donné envie de lire plein d'autres choses. Si vous avez encore jamais trop lu de philosophie c'est vraiment une super porte d'entrée, je vous le recommande. On continue avec à nouveau un ouvrage politique qui va vraiment dans la continuité de celui que je vous ai présenté juste avant. On est sur Sauver l'information de l'emprise des milliardaires d'Olivier Legrain. Pareil, mêmes éditions, tout petit livre. Il coûte 5 €, c'est chez Payot, je n'ai pas le réflexe de vous donner les maisons d'édition. Dans la barre d'infos, vous aurez le lien de mon profil Livre Addict où je répertorie toutes mes lectures, comme ça si vous voulez les maisons d'édition, vous aurez tout là-dessus. Tout est dans le titre, Sauver l'information de l'emprise des milliardaires. C'est un livre qui est écrit par un millionnaire, donc déjà considéré comme quelqu'un de vraiment riche, et il explique à quel point, en tant que millionnaire, il est inquiet par le rachat de plein de médias par des milliardaires. Il rappelle déjà ce rapport assez important que quand on est millionnaire, on est 1000 fois moins riche qu'un milliardaire et il raconte à quel point les milliardaires, en France et aussi partout dans le monde, s'emparent des médias traditionnels mais pas